le voyage au Chili, c'est un pays dans lequel je n'avais jamais été. J'y étais en septembre. En fait, c'était pour faire des rencontres et des conférences autour de Como los ricos destruyen el planeta et para salvar el planeta, salir del capitalismo. Je ne parle pas espagnol. Hein. Et puis, donc, je ne voulais pas seulement être dans ces débats, mais aussi voir d'autres choses du pays. Et donc, j'ai fait un reportage en Patagonie autour de l'Isla Riesco, qui est à quelques dizaines de kilomètres de Punta Arenas, et où il y a un projet de mine de charbon très important. Et donc j'ai découvert ces lieux qui sont des lieux absolument magnifiques, avec des lumières, des espaces et une présence de la nature tout à fait extraordinaire, où il y a aussi des gens qui vivent. Et en parlant avec les gens, en enquêtant, je me suis rendu compte que ce projet était, une fois de plus, la mise en œuvre par le capitalisme d'une exploitation des ressources naturelles qui, d'une part, allait avoir un coût écologique extrêmement important et qui, de surcroît, n'avait pas un intérêt évident pour le peuple chilien parce que ce charbon serait transporté dans le nord du pays pour être utilisé par des grandes entreprises minières dont la majorité du capital est détenue en fait par des propriétaires étrangers. Donc l'intérêt de ce projet pour la Patagonie et pour le Chili paraît très faible. Et ce que disent les gens qui se battent sur place, qui sont des écologistes et des économistes, c'est de dire d'abord ce pays est très beau, cette Patagonie est très beau, même si c'est un pays dur, un pays froid, un pays qui n'est pas spectaculaire, et nous pouvons imaginer un autre développement, une autre activité économique que de détruire par le charbon, par l'exploitation ces lieux, notamment sous forme d'un tourisme différent qui est encore peu développé par rapport à la partie argentine du côté de Ushuaia. Donc voilà ce que j'ai vu et ce que j'ai essayé de raconter sur ce qui se passe en Patagonie. Et après, j'ai passé donc une dizaine de jours à Santiago du Chili d'abord, où j'ai été tout à fait passionné de découvrir dans tous ces échanges, d'une part, à quel point on pouvait trouver des préoccupations communes par rapport à nos discussions, et surtout d'observer ce mouvement populaire chilien qui est engagé depuis début 2011 et qui est tout à fait passionnant. Et où, vous le connaissez mieux que moi, mais il y a deux traits qui me frappent beaucoup. D'une part, c'est que c'est un mouvement qui a articulé la question écologique et la question sociale. Et ça, c'est vraiment très original. Pourquoi ? Parce que les premières grandes manifestations qui ont eu lieu au printemps 2011 à Santiago de Chili étaient des manifestations contre un projet de barrage très important dans une autre région de la Patagonie. Et je n'y étais pas, mais on m'a raconté, il y en a des témoignages, près de 80 000 personnes sont descendues dans les rues de Santiago du Chili pour protester contre ces projets de barrage, à la fois parce que c'était Hidroicén, à la fois parce que ces projets allaient détruire des lieux magnifiques, et aussi parce que la société chilienne s'est rendue compte que ces projets, une fois de plus, n'étaient pas pour le bénéfice du peuple chilien, mais pour le bénéfice du capital, de l'oligarchie chilienne et du capital étranger. Et je crois, moi j'ai compris que cette lutte sur l'écologie a donné une amorce qui a permis au mouvement étudiant, qui est parti dans la foulée au printemps 2011, de prendre son ampleur. Et ça a été en quelque sorte un tremplin. Et après, le mouvement étudiant, je ne vais pas le décrire ici parce que vous le connaissez mieux que moi, mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est un mouvement qui m'a paru partir sur une base non idéologique, mais simplement sur le constat des choses. Les étudiants disaient, leurs parents et toutes les classes moyennes au Chili disaient, mais on ne peut plus payer ces études, elles sont trop chères, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, ils ont tiré ce fil, et en tirant ce fil, pourquoi sont-elles trop chères ? Parce que les universités ont été privatisées. Ah, mais pourquoi ont-elles été privatisées ? Elles ont été privatisées du temps de Pinochet, qui faisait une politique en faveur du capital et en faveur de l'idéologie capitaliste, et les partis de la concertation l'ont accepté après. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas
renationaliser en quelque sorte ces universités pour avoir des tarifs, des coûts d'éducation moins élevés. Parce que la Constitution l'interdit. Mais pourquoi la Constitution l'interdit-elle? Parce que Pinochet a laissé cette Constitution et on ne sait pas quoi en faire. Eh bien, changeons la Constitution, etc. Donc on voit qu'un fil se tire et peu à peu, j'ai eu l'impression, le sentiment que la société chilienne rebasculait et reprenait conscience qu'il est possible de repolitiser l'analyse de ce qui se passe et de mettre en cause ce qu'on peut appeler le capitalisme. Et ça, c'est évidemment très intéressant pour un Européen parce que le Chili a été, à partir du coup d'État de 1973, le laboratoire du néo-capitalisme. C'est-à-dire que les capitalistes autour de Milton Friedman et leur école ont appliqué d'abord au Chili les recettes qu'ils ont ensuite, à partir de Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher en Angleterre, réussi à généraliser à l'ensemble des pays développés. Et donc j'étais très intéressé de voir que, d'une certaine manière, le Chili peut-être était une sorte de laboratoire de la sortie du capitalisme. Comment est-ce qu'on va faire pour sortir de ce système où il y a une inégalité énorme, où les biens communs sont privatisés pour être donnés au capital et où il y a un désastre écologique massif. Alors on n'a pas la solution, mais je crois que ce qui se passe au Chili est très important, comme ce qui se passe dans d'autres pays d'Amérique latine, comme la Bolivie, comme le Brésil, comme le Venezuela, comme l'Équateur, comme l'Argentine, parce qu'on sent qu'on cherche la solution, on cherche la voie de sortie de cette maison qui nous enferme, qui est polluée, qui est dangereuse, qui est explosive, qui est le capitalisme à l'heure actuelle. Le président de Venezuela, Chavez, il était dans la réunion de Copenhague, où d'une manière extraordinaire, comme le fait Chavez toujours, d'une manière improvisée, il a dit à tout le monde, voilà ce qu'il faut lire. Et tout le monde a fixé les yeux sur les livres qu'il présentait, c'était ton livre. Alors, et ces livres-là s'appelaient L'oligarchie, ça suffit, ou Vive la démocratie, ou c'était Sauver la planète pour sortir du capitalisme? C'était Como los ricos destruyen el planeta. C'était celui-là. Oui. Et alors, c'était quoi la réflexion de Chavez par rapport à ça, un petit peu, non? Il a pris un extrait, et comme c'est un homme intelligent, il a pris une idée essentielle dans Como los ricos destruyen el planeta, à la fin, je crois, de l'introduction, et une phrase qui dit que si l'on veut éviter l'aggravation de la crise écologique, eh bien, il faut réduire très fortement les inégalités. Et c'est ce qu'a lu Chavez, et c'est effectivement ce que dit ce livre, et ce dont je suis persuadé. C'est-à-dire que nous ne pourrons pas aller, nous ne pourrons pas éviter l'aggravation de la crise écologique si on ne passe pas par une remise en cause drastique, c'est-à-dire très importante, des inégalités, aussi bien au sein des sociétés, et particulièrement au sein des pays développés, des pays dits riches. Mais ce que je constate dans d'autres pays du monde montre que c'est aussi un problème dans un très grand nombre de pays. Vous le savez au Chili, vous le savez au Brésil, on le voit en Chine, on le voit en Inde. Donc la question de l'inégalité à l'intérieur des sociétés est absolument centrale si nous voulons changer le cours politique et aussi réduire l'inégalité entre les pays dits du Nord et les pays dits du Sud. Et ça, je le dis très nettement, sachant que je m'adresse d'abord dans mon travail aux citoyens, à mes concitoyens d'Amérique du Nord, d'Europe, du Japon, qui sont encore, en moyenne, globalement, beaucoup plus riches que le reste du monde. Il est nécessaire qu'il y ait dans ces pays-là une baisse de la consommation matérielle et une baisse de la consommation d'énergie, de façon à ce que l'inégalité entre les pays du Nord et les pays du Sud diminue. Et ça, c'est une condition absolument essentielle si nous voulons avoir globalement une planète, une société humaine, une civilisation humaine qui soit en harmonie ou en tout cas en équilibre, en respect, si l'on veut parler comme ça, avec notre biosphère, avec notre environnement naturel dont on a besoin
pour avoir une société équilibrée, une société qui soit en paix et qui soit prospère.